La laïcité, c'est la liberté de conscience. Mais c'est aussi des règles. Faisons vivre la laïcité, mais ne la tuons pas en la congelant. La laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République et donc de l'école. La laïcité, un fondement inscrit dans la loi depuis plus d'un siècle et qui fait éruption à intervalles réguliers dans l'actualité. Parmi les sujets sensibles, les menus des cantines scolaires, un dossier où les maires tâtonnent. Bien souvent, habitants et élus voient apparaître sur leur commune une mosquée, sans savoir combien elle a coûté ni qui l'a financée. La Cour de cassation donne raison à la crèche Babylou et confirme le licenciement de la salariée voilée. Revendications religieuses en entreprise, polémiques sur le port à la cantine, incidents dans les hôpitaux. Ces cas d'école illustrent les crispations actuelles autour de la laïcité. Dans ce contexte, les radicaux de gauche au Sénat ont déposé une proposition de loi pour inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Aux yeux du président du groupe, il est urgent de stopper les ajustements autour de ce texte. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on voit bien la montée des communautarismes. Et chaque fois qu'on lâche un petit peu sur le communautarisme, on met en danger la République. Et là-dessus, nous sommes tout à fait intransigeants. Il n'y a pas, contrairement à ce que j'entends, deux conceptions de la laïcité. Il n'y en a qu'une, celle de la loi de 1905. L'objectif est d'intégrer à la Constitution les deux premiers articles de loi régissant la séparation des églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Lors du débat en séance, les radicaux se retrouvent isolés. Une majorité de sénateurs sont d'accord pour constater le développement du communautarisme, mais ne semblent pas prêts à graver la loi de 1905 dans la Constitution. Évitons sous le coup de l'émotion de défaire l'équilibre fragile que les législations successives et jurisprudence ont permis d'atteindre. La loi de 1905 est un pas historique, un acte fondateur que l'on doit célébrer, mais aucune loi n'est l'alpha et l'oméga d'un principe. Ne la mettons pas sous une cloche de verre. Appliquons la loi, adaptons-la quand il le faut. Faisons vivre la laïcité, mais ne la tuons pas en la congelant. Faire vivre la laïcité, un défi quotidien que de nombreux acteurs tentent de relever. Place de la religion dans l'entreprise, financement des lieux de culte, pédagogie dans les écoles. À partir de plusieurs exemples, nous sommes allés voir comment la laïcité s'applique aujourd'hui. Première étape, à Chalon-sur-Saône. La ville s'est retrouvée au cœur d'une polémique nationale autour de la suppression des menus de substitution au port. Au cours de la campagne des dernières élections départementales, le maire Gilles Platré, élu en 2014, annonce que les cantines des écoles primaires de sa ville serviront un plat unique dès la rentrée 2015. 6 mois après l'entrée en vigueur de la mesure, les esprits se sont calmés et le quotidien a repris ses droits, comme dans cette école du centre-ville. Maintenant silence, on va lire le menu. Sauté de bœuf façon bordelaise, purée de pommes de terre. La décision marque une rupture avec une pratique en place depuis plus de 30 ans. Jusqu'à la dernière rentrée, un menu alternatif était proposé les jours où du porc était servi. Dans les réfectoires, les équipes ont dû ajuster la prise en charge, mais la mesure n'a pas bouleversé l'organisation. Il y a de la viande et puis de la purée. Et ceux qui ne mangent pas de viande, ils n'auront que de la purée. C'est aussi simple que ça. C'est tout simple, voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas plus simple. Sarah, t'en veux ? Cette école propose 3 services chaque midi. Les plats à base de porc sont servis une vingtaine de fois dans l'année. Ces jours-là, les agents veillent à équilibrer les rations de ceux qui refusent d'en manger. C'est pas des enfants qui vont ressortir de la cantine avec le ventre vide. Hein. Ah non, ils ont des légumes, il y a des féculents, il y a le fromage, il y a les fruits, il y a l'entrée. Chaque jour, 2000 écoliers, soit près de la moitié des enfants scolarisés dans la ville, mangent à la cantine.
La fin des menus de substitution n'a pas entraîné une chute de la fréquentation, mais les parents d'élèves ont quand même eu du mal à comprendre la démarche de la mairie. Les parents d'élèves de Chalon-sur-Saône, jusqu'à maintenant, se trouvaient bien dans le système mis en place depuis 30 ans. L'arrêt du repas de substitution, port ou pas port, de toute façon, a créé un malaise pendant quelques mois, dérange encore, je dirais, 15 à 20 personnes sur la population globale de Chalon des parents d'élèves. Attaquée en justice par une association de défense des musulmans, la ville est dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Dijon. Pour justifier son choix, la mairie rappelle que la restauration scolaire est un service facultatif et s'appuie sur les travaux de l'Association des maires de France qui se prononce contre l'aménagement des menus. Si l'élu a pris une décision clivante, c'est pour réaffirmer un principe. La laïcité impose la neutralité du service public. À partir du moment où vous intégrez dans le fonctionnement et l'organisation de votre service une norme religieuse, en l'occurrence une prescription, une interdiction religieuse de consommer certains plats, alors vous faites droit à la prescription religieuse, dont je trouve qu'elle possède une légitimité, mais à titre privé, et pas dans l'organisation d'un service public. Donc on a souhaité véritablement revenir à une pratique de neutralité. Avec cette mesure, le maire s'est attiré des critiques jusque dans sa famille politique. Mais son initiative a aussi été imitée. Au moins 10 communes ont déjà suivi l'exemple de Chalon-sur-Saône. Un choix principalement motivé par une volonté des maires de mettre un frein aux demandes de menus confessionnels. Même si il peut y avoir de la frustration et même si on prend une pratique religieuse à rebrousse-poil, on le fait avec un but précis. C'est qu'en traitant les enfants tous de la même manière, on pense d'abord à leur unité, à leur égalité, avant de penser à leur différence. Cette approche rigoureuse est loin de faire l'unanimité. L'égalité au sens de la laïcité, c'est une égalité où on essaye de tenir compte des spécificités de chacun. Parce qu'on voit bien que le menu qui est supposé être un menu neutre, ce n'est pas un menu neutre. En fait, il correspond à notre culture culinaire, notre histoire culinaire. Donc ça veut dire qu'il va finalement favoriser certains, ceux qui sont habitués à ce type de menu, au détriment des autres. Ces menus de substitution, ils existent depuis très longtemps. Comme on avait à une époque le poisson le vendredi, on avait inclus dans les menus de restauration scolaire des menus sans viande de porc, par respect, je veux dire. C'était pas catho, musulman, laïque, etc. C'était une forme consensuelle de la République. Et revenir en arrière, ça s'appelle ça mettre de l'huile sur le feu. Par contre, qu'on n'aille pas plus loin entre le kasher, le halal, etc. Là, je suis d'accord. Dans les entreprises aussi, la question confessionnelle se pose. Une récente étude révèle que 23% des managers sont régulièrement confrontés aux faits religieux. Ce chiffre a doublé en un an. Direction La Courneuve, chez Paprec, numéro 1 français dans le recyclage du papier et du carton. En 2014, le groupe installé en Seine-Saint-Denis a adopté en interne une charte de la laïcité qui proscrit tous les signes religieux au travail. Implanté depuis plus de 20 ans dans ce territoire sensible, le fondateur cherche à préserver son entreprise des tensions extérieures. On a été extrêmement surpris d'une chose, c'est qu'en étant des champions de la diversité, on aurait pu imaginer qu'il fallait qu'on fasse beaucoup d'accommodements autour de tous ces principes. Mais la demande de notre personnel était une demande d'être très rigoureux. Et d'être très rigoureux, et en fait, donc on y viendra, d'appliquer la laïcité en entreprise, parce qu'eux-mêmes sont inquiets des pressions communautaires. Les gens qui sont convaincus, comme nous, de cette initiative, on le fait au titre de la paix sociale. 56 nationalités composent les effectifs de Paprec. Les ressources humaines jouent un rôle clé pour maintenir la cohésion, et ce, dès l'embauche. Quand les gens viennent, et notamment pour les entretiens en recrutement, en fait, là, c'est le salon d'accueil. Et donc les gens, donc là, il y a l'accueil est là, et donc on fait attendre, enfin patienter les gens ici. Et donc normalement, les gens, quand ils s'assoient, eh ben, ils regardent et ils voient nos valeurs et la charte de la laïcité et de la diversité. Paprec est à ce jour la seule compagnie avec un règlement intérieur aussi strict. Après un débat avec les représentants du personnel, la charte a pourtant été approuvée par 100% des salariés. En fait, je pense que si on avait un jour comme ça, sans avoir eu une vraie politique de diversité pendant 20 ans,
Si on est arrivé avec une charte de la laïcité, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout de consensus. Ça n'aurait pas été compris. En fait, le consensus, on l'a depuis 20 ans. C'est-à-dire que lorsque Paprec a été créé, comme on l'a vu tout à l'heure sur notre charte, sur nos valeurs, la première valeur, et c'est vraiment une vraie, enfin, elle a vraiment une réalité, cette valeur, c'est la diversité. Une centaine d'entreprises a déjà demandé des conseils à la direction pour éviter de se retrouver dans des situations de blocage, comme à la RATP, où des entorses à la laïcité sont signalées. Ces entreprises n'ont pas veillé à avoir une diversité dans leur recrutement. Et ce, depuis des années et des années. Ce qui fait que, du coup, ces entreprises se retrouvent soit sur certaines de leurs usines ou de lieux de production, avec une forte concentration à un endroit donné d'une communauté, quelle qu'elle soit, hein, d'une communauté. Et du coup, ces communautés excluant du coup toute autre personne maintenant venant d'une autre communauté. Et là, c'est compliqué de faire marche arrière. Mustapha, chauffeur depuis 7 ans, voit avant tout la charte comme un moyen de préserver un environnement de travail serein. La religion, c'est une conviction personnelle. Elle n'a pas à s'initier dans l'entreprise. On est dans l'entreprise pour effectuer un travail et on doit faire que ce travail-là. La religion, c'est à la maison. La laïcité, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté de pratiquer sa foi dans un endroit fermé, dans son cœur et dans sa tête. Elle n'a pas à s'initier dans l'entreprise, à aucun moment. Le Code du travail permet à l'employeur de limiter l'expression des convictions religieuses sous certaines conditions, mais aujourd'hui, la charte va au-delà de la législation actuelle. Si un salarié décide de l'attaquer, l'entreprise n'est pas à l'abri d'une condamnation. La Cour européenne des droits de l'homme considère que la liberté religieuse est tellement importante qu'elle doit s'appliquer en entreprise. Alors ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a absolument besoin d'une initiative parlementaire, d'une législation qui permettrait à cette occasion qu'on applique ce que nous, on a appliqué, et j'allais dire, pour être objectif, en roulant un peu sur la bande blanche. Étendre aux entreprises la règle de neutralité existant dans les services publics, la proposition n'est pas à l'ordre du jour des parlementaires. C'est un vrai problème parce que juridiquement, il n'y a pas vraiment de choses qui existent. Et si on propose aujourd'hui une loi donc sur la laïcité dans les entreprises, on est dans une période un peu difficile. Là, je me mettrais, si ça me venait à l'idée, dans le rôle de la provocatrice. Et ce ne serait pas la laïcité que je défends. Bien sûr que j'aimerais de temps en temps, il faut être utopiste pour faire avancer ces idées, aller un peu plus loin, etc. Mais en même temps, il ne faut pas aller plus loin au détriment de certaines personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin... Donc, c'est compliqué. Ces difficultés autour de la laïcité s'étendent aussi au financement des lieux de culte. L'État entretient les églises érigées avant 1905, mais les nouvelles constructions sont à la charge des croyants. Le financement du personnel du culte et des lieux de culte ne sont pas autorisés dans la loi de 1905. Ça. Mais il n'y avait pas des musulmans à l'époque. Et les Juifs pourvoyaient eux-mêmes à la construction de leurs lieux de culte et le paiement du personnel, même aujourd'hui, encore. Mais comme c'est une communauté très pauvre, ouvrière, enfin le groupe des descendants des immigrés des années 70, et ceux qui sont encore en vie, qui sont venus en 70, ce ne sont pas des groupes prospères économiquement. Ils ont besoin de subventions pour construire. À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, les musulmans de la ville se retrouvent ici pour prier. La prêche de vendredi, c'est plein là, devant, et là le chapiteau, les salles, tout, même les salles de soutien scolaire, elles sont pleines. Un simple pavillon mis à disposition par la mairie. La salle de prière principale est composée d'un assemblage de baraquements de chantier avec une capacité maximale de 400 personnes. Et comme le ramadan il arrive, c'est pareil, ce sera plein.
Donc, on est à bloc. Pour remédier à cette situation, il y a 3 ans, les représentants musulmans de la ville, soutenus par la mairie, ont lancé un projet de construction de mosquée. On se trouve exactement à l'emplacement qui a vocation à devenir dans quelques années la future mosquée de Choisy-le-Roi. C'est un terrain qui a été acheté par la municipalité et qui a été cédé à l'association. Mais c'est en contrepartie évidemment d'un achat de votre part. C'est bien ça. Voilà. Donc, il y a 1800 mètres carrés sur la totalité du terrain. Et ces 1800 mètres carrés ont vocation à devenir à la fois une mosquée mais un centre culturel également. Cette partie non religieuse du futur bâtiment permet à la commune d'accorder des subventions à l'association, car la loi de 1905 n'interdit pas le financement des projets d'ordre culturel. Le geste fort que la ville fait reste quand même modéré par rapport à l'engagement financier de l'association, qui rachète le terrain, qui construit, etc. Il y a un accompagnement, il y a une écoute, il y a un échange qui est une réalité, mais évidemment dans le respect de la laïcité. Le coût total est estimé à 4 millions d'euros. Les responsables religieux comptent sur la solidarité des fidèles pour réunir la somme et espèrent que la mosquée sortira de terre dans les 5 ans à venir. Pour le maire de cette ville de 40 000 habitants, avec ce futur lieu de culte, il assure répondre aux besoins d'une partie de sa population dans un souci d'égalité. Travailler pour qu'il y ait un lieu de culte digne, identifié, répondant à des normes, notamment du plan local d'urbanisme, ça va à l'encontre justement d'une démarche communautariste où le risque peut être grand de se retrouver dans des lieux non identifiés, dans des grands ensembles, où le risque justement de renfermement sur soi est important. Là, on travaille réellement sur une volonté d'élargissement et de mise en œuvre au grand jour de ce qui est la différence des religions sur une commune. Les élus manœuvrent aux frontières de la loi de 1905, en se portant garant des emprunts contractés pour l'édification d'un lieu de culte ou en accordant des baux amphithéotiques qui permettent au maire de mettre à disposition un terrain pendant un certain nombre d'années avant de devenir propriétaire du bâtiment. Ces outils ont eu plusieurs effets. Ça a permis un rattrapage en matière de lieu de culte. Parce qu'il n'y a pas de liberté de conscience au sens de la loi de 1905 s'il n'y a pas d'endroit où ceux qui croient puissent prier de manière, je dirais, publique, au sens où ils peuvent rentrer dans tout lieu public mis à leur disposition pour pouvoir prier. Si on dit oui à tel culte pour faire telle chose, bien évidemment, d'autres cultes demanderont la même chose. Et au-delà des cultes, d'ailleurs, il peut y avoir d'autres sensibilités qui ouvriront bien sûr la brèche. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils construisent un certain nombre de temples sur le territoire de la République. Ils en ont le droit. Ils le font eux-mêmes. Pointe à la ligne. Il existe une région française où le financement des religions pose beaucoup moins de problèmes. En Alsace-Moselle, la loi de 1905 ne s'applique pas. Une exception héritée de l'histoire. Au retour du territoire après la Première Guerre mondiale, le Concordat installé sous Napoléon est resté en vigueur. Ce traité, signé avec le Vatican, organisait les relations entre l'État et le culte catholique, puis protestants et juifs. L'islam n'est pas officiellement reconnu par ce régime. Cela n'a pas empêché les collectivités locales d'accorder des fonds pour la construction de la Grande Mosquée de Strasbourg, inaugurée en 2012. Nous remercions d'abord la communauté musulmane qui a donné le plus gros pour commencer donc les études et les consultations. Ensuite, donc, la ville de Strasbourg qui a bien voulu mettre à disposition le terrain plus 10% du coût global de l'objectif. Le conseil régional qui a donné 8%. Le conseil général qui a donné 8% aussi.
l'argent public a couvert 30% sur un budget total de 10 millions d'euros. L'engagement de l'État a donné une crédibilité qui a permis d'attirer des capitaux étrangers transparents. Le Maroc, l'Arabie Saoudite et le Koweït ont assuré la moitié du financement. Le projet a mis plus de 20 ans à se concrétiser dans un contexte local globalement favorable. Le régime particulier de l'Alsace-Moselle a contribué beaucoup dans le façonnement des mentalités. Les Alsaciens, mosellans, ont un rapport pacifié avec la religion. Nous n'avons pas un schisme, nous n'avons pas un combat. La laïcité, ici, elle est perçue comme modératrice, comme une conception qui pacifie les relations et qui ne les envenime pas. Autre exemple d'adaptation du concordat à l'islam, le cimetière musulman municipal de Strasbourg. Vous avez enterré quelqu'un? Oui, Hier. Ah ouais, d'accord. Et toute la famille est là? Je vous présente mes condoléances. Oui, merci beaucoup. D'accord. Azerbaïdjan. D'accord. Bon, bah, écoutez, je serais content que les choses se passent dignement pour les enterrements et selon les rites des uns et des autres. Ici, c'est le rite musulman. La mairie a construit cet équipement pour répondre à une saturation des carrés confessionnels, mais aussi à une demande de la population. C'est très important de pouvoir enterrer ses proches, de pouvoir leur rendre visite chaque fois qu'on en a envie. Et ça, c'est très important, en tout cas pour l'intégration. Ouvert en 2012, ce cimetière public intégralement musulman est le seul en France, car sur le reste du territoire, il est interdit de bâtir des lieux de sépulture séparés sur des bases religieuses. Pour le construire, le maire a adopté une vision élargie du concordat à l'islam. Pour moi, la laïcité, ça consiste d'abord pour les pouvoirs publics, à être dans la neutralité par rapport aux différentes confessions. Mais la neutralité ne veut pas dire se désintéresser de ce qui se passe. Et donc, ma laïcité à moi, si je puis dire, mais pas seulement à moi, c'est de faciliter l'exercice des cultes dans la diversité de leurs pratiques. En Alsace-Moselle, des voix plaident pour que ce modèle d'exception soit vu comme un laboratoire pour repenser la laïcité. La proposition a du mal à convaincre en dehors de la région. Alors, on ne va pas importer les vestiges de l'histoire au XXIe siècle. Je ne vais pas faire maintenant, pour réorganiser l'islam, qu'on reprenne les théories napoléoniennes du Concordat en 2016. Franchement, là, je ne suis pas passéiste, moi. Dans la construction de l'avenir, l'enseignement de la laïcité est une mission aujourd'hui centrale pour l'éducation nationale. Les incidents observés dans les classes pendant la minute de silence après les attentats de janvier ont poussé le ministère à réagir. Depuis septembre 2015, une réforme des programmes est entrée en vigueur et le 9 novembre est devenue une journée thématique dans tous les établissements scolaires. C'est dans ce cadre qu'un groupe de lycéens du Val-de-Marne a remporté un concours organisé par le rectorat de Créteil avec cette vidéo. La laïcité, c'est quoi pour nous? Elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de religion. Si, toutes. Leur vision de la laïcité, une valeur qui protège chacun avec ses différences, sans chercher à uniformiser. On s'est dit que la laïcité, c'était nous, parce que chacun de nous représentait une origine différente. Quand on arrive au lycée, les musulmans, il y en a qui se voilent. Dès qu'ils arrivent devant le lycée, ils enlèvent. Les juifs, pareil. Donc, du moment où on rentre au sein du lycée, nous sommes tous identiques, nous sommes tous égaux. On ne fait pas de différence. Il n'y a pas de différence qui est faite. On est tous ensemble. La laïcité permet ça, en fait. Oui. Et voilà. Elle permet de nous rassembler, en tout cas. Un discours construit grâce à un travail de l'équipe éducative sensible à cette question depuis plusieurs années. La méthode, en cas d'incident, adopter une réponse graduée et pédagogique. On a été confrontés, nous, au sein du lycée, à des moments, à des petits arbitrages à faire. Et puis, parfois, mine de rien, à une incapacité, mais liée certainement à un manque de connaissances, un manque d'appréhension du sujet, une incapacité collective à traiter le problème de manière souple. Et parfois aussi parce que quand on ne maîtrise pas le sujet, et puis vu le sujet en question et les réactions des groupes parfois identitaires et communautaires, on devient un peu frileux. Pour parler d'une seule voix, le personnel du lycée a accompli un travail de formation en interne. Au quotidien, la laïcité reste un thème sensible, mais n'est pas le sujet de préoccupation numéro 1.
Qu'il s'agisse de propos homophobes, sexistes, racistes ou antisémites, insultants, voilà, de manière très générale, c'est infiniment plus répandu que des atteintes à la laïcité qui, dans 9 cas sur 10, voire sans doute plus, sont d'abord liées effectivement à des situations d'ignorance et à une situation de formation. Ça, c'est quand même important de le rappeler. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, en tant que fonctionnaires, les bras armés d'une laïcité qui est punitive, où il s'agirait effectivement de dresser des usagers. Entre les défenseurs d'une laïcité intransigeante et les partisans d'une vision plus souple, le débat reste ouvert. Au Sénat, la proposition de loi des radicaux a été rejetée. Pour l'adoption 20, contre 200, le Sénat n'a pas adopté. La loi de 1905 ne sera pas inscrite dans la Constitution. La révision de la Constitution, qui nous est ainsi proposée, aurait pour effet de bouleverser les équilibres subtils, très subtils, construits depuis plusieurs dizaines d'années et qui garantissent le respect effectif des principes essentiels que sont la liberté de conscience, le libre exercice du culte et la séparation des églises et de l'État. Le législateur reste prudent sur la question et laisse à la jurisprudence la mission de fixer les contours de la laïcité au fil des procès et des polémiques autour de son application.